lors de la négociation, selon Donald Trump, qui est le président actuel des États-Unis, au moment où est enregistrée cette capsule vidéo. En fait, Donald Trump, dans les médias de masse ici au Québec, fait beaucoup de bruit. Il attire l'attention, il est flamboyant. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre son art de la négociation, The Art of the Deal, et par rapport à ça, comprendre sa psychologie, son modus operandi, la façon qu'il procède, pour pas se laisser déstabiliser par lui. Donc, en fait, au moment où je vous parle, bien, il y a des nouvelles qui sont très préoccupantes pour le devenir économique du Canada. Donc, au moment où est enregistrée cette capsule, nous sommes le 26 février 2025. Et puis, dans les nouvelles, ben, c'est sûr que là, ce qu'on nous dit, c'est que Donald Trump, la semaine prochaine, dans moins d'une semaine, va imposer des tarifs de 25% sur toutes les choses qui sont produites là, au Canada. Donc, toutes les importations là, qui vont venir du Canada vers les États-Unis, ce qui pourrait plonger le Canada dans une crise économique, vers une récession. S'il fait ça du jour au lendemain. Mais il avait déjà fait cette menace-là pour le mois de février, pour le 4 février. Là, il a donné un délai de grâce de 30 jours. Du 30 jours, en réalité, c'est un mois. Pour que le Canada se conforme à ses supposées exigences en matière de sécurité aux douanes. Et là, en dépit de tout ça, selon cet article de Radio-Canada, donc vous allez avoir les liens là, des articles auxquels je fais référence, il maintient sa menace. Donc, à moins d'une semaine. Là. Et est-ce qu'il va l'exécuter? L'autre fois, il ne l'avait pas exécuté. Sinon, il y a d'autres menaces aussi. Là. Trump, c'est un article en anglais, mais il menace que les autos qui sont produites au Canada pourraient avoir des droits de douane de 100%. Un peu comme pour les autos aux États-Unis. Donc, c'est sûr que les Américains ne veulent pas, comment dire, que les États-Unis prennent le pas, notamment dans le domaine des autos électriques, parce qu'il y a une compagnie en Chine qui s'appelle BYOD, Bring Your Own Dream. Elle, la compagnie, produit des autos électriques nettement moins chères là, que les Tesla ou d'autres entreprises, que ce soit canadiennes ou américaines. Fait que facilement, l'entreprise pourrait inonder le marché du domaine de l'auto électrique. Pour empêcher ça, ils ont mis des droits de douane importants là, aux États-Unis. Ils pourraient faire la même chose pour les autos canadiennes. Donc, une autre menace qui remet en échec l'économie canadienne. Une autre menace, Trump menace d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur l'aluminium et l'acier. Il y a tout le temps des menaces tarifaires là, depuis les derniers jours. J'en ai pas fait, dans le fond, une étude exhaustive, mais s'il impose 25% sur l'aluminium et l'acier, en plus de l'autre 25% qui se rajoute, on est rendu à 50%. Puis là, il y avait le premier ministre du Québec, François Legault, qui menace les entreprises qui vont exporter aux États-Unis l'acier et l'aluminium de mettre un droit de 25%, ce qui ferait un total de 65% d'imposition par rapport aux produits de l'aluminium et d'acier. Donc, par rapport à tout ça, à tous ces chantages-là, etc., pourquoi que je parle puis que je ris, ben, c'est parce que je vais vous expliquer un peu sa psychologie. Il ne faut pas se laisser prendre par la peur par rapport à tout ça. Donc, parce que là, il fait un gros show médiatique, Donald Trump, là, des grosses menaces. Il y a des gens qui peuvent vivre l'insécurité en lien avec ça, puis c'est normal puis compréhensible. C'est ça, s'il y a des gens qui ont peur de perdre leur travail, je vous respecte, j'ai la compassion par rapport à vous. Par contre, il faut mettre tout ça en contexte par rapport à l'art de la négociation de Trump. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se sont intéressés à ça. Parce que Donald Trump, il y a un article, vous allez l'avoir en bas de l'enregistrement. Si vous lisez l'article, puis il date du 7 juin 2019. C'est pas un article qui est récent, mais pourquoi je vous en parle? Parce que sa psychologie, sa façon de procéder est indiquée là-dedans. On parle de la méthode de Trump. En fait, Trump, il a écrit un livre qui s'appelle The Art of the Deal. Donc, on pourrait traduire en français l'art de faire une affaire ou conclure un contrat ou une entente, qui a été publié en 1987 et coécrit avec le journaliste Tony Schwartz. L'homme d'affaires Donald Trump, livré en plus des aspects hagiographiques
quelques conseils de gestion, une technique de négociation pour réussir en affaires. Environ 30 ans plus tard, lors de son élection à la tête des États-Unis en 2016, il annonça vouloir appliquer à la diplomatie les mêmes méthodes développées dans cet ouvrage. Quelle est donc cette méthode? Est-elle efficace? Quels sont les risques? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Donc, il y a un manuel sur sa façon de penser. Donc, Donald Trump, il y a une idéologie. Dans un autre contexte, naturellement, là, c'est sûr, je ne fais pas un parallèle entre les deux, mais Adolf Hitler avait écrit un livre dans le passé, ça s'appelait Mein Kampf, qui veut dire Mon combat, et son idéologie, sa façon de faire, tout était marqué là-dedans. Et naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que les gens n'ont pas nécessairement lu ça, puis se sont fait endoctriner par l'idéologie nazie, en Europe, entre autres, dans des pays là, si on pense à, entre autres, ben, pas tout le monde, là, mais il y a des pays qui ont été conquis, là, que ce soit la France, puis il y avait les collaborateurs avec le régime nazi, etc. Les gens ont embarqué, mais ils ne savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient. Ils n'ont pas nécessairement lu le livre. Moi, j'ai pas lu le livre, je vais être honnête avec vous, mais j'ai lu, dans le fond, les principales idées qui en ressortent par rapport à The Art of the Deal. Naturellement, Donald Trump et Adolf Hitler sont très différents, là. Par contre, c'est deux hommes de pouvoir, deux hommes qui ont œuvré dans le domaine politique et deux hommes qui avaient un esprit de faire croître, dans le fond, leur économie et aussi une mentalité expansionniste. Donc, Adolf Hitler voulait prendre les territoires voisins. Donald Trump veut annexer le Canada, en faire le 51e État. Il veut prendre par la suite le contrôle du canal de Panama. Et également, il y a aussi, là, par rapport, dans le fond, c'est l'Islande ou le Groenland. Là, il y a un territoire situé dans le nord qui veut également annexer. Donc, une mentalité expansionniste. Puis il veut que les États-Unis, là, dans le fond, aient une plus grande influence internationale, puis que les entreprises d'un peu partout aillent aux États-Unis pour leur offrir des baisses d'impôts. Bon, ça, c'est son approche. Donc, en quoi consiste la méthode Trump? Donc, en guise d'introduction à son discours de la méthode, Donald Trump déclare dans son opus « Mon style de négociation est très simple et direct. Je vise très haut et puis je continue à pousser et pousser et pousser jusqu'à obtenir satisfaction. Parfois, je me suis contenté de moins que ce que je cherchais, mais dans la plupart des cas, je finis tout de même par obtenir ce que je veux. » Parmi les différents points de sa technique, certains sont spécifiques au marché immobilier dans lequel il opérait, mais d'autres sont applicables à différents types de négociations. Et là, ça devient intéressant là, par rapport à la lecture. Think big, viser haut, être ambitieux, ne pas avoir peur de gagner, oser. J'arrête ici. Il est audacieux, hein? Donald Trump, il veut que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Au début, les gens pensaient que c'était une blague, puis à force de le répéter, à un moment donné, Justin Trudeau a même déclaré qu'il fallait prendre ça au sérieux, sa menace. Donc, il est audacieux. On n'a jamais vu à l'heure actuelle, dans le passé, à ma connaissance, de président des États-Unis qui ont voulu annexer le Canada. Puis même chose par rapport à d'autres pays ou territoires. Ensuite, maximize your options. Se montrer flexible, envisager un maximum d'options à échanger. Donc là, c'est sûr qu'il peut, dans le fond, vouloir dire, ben écoutez, si vous donnez le 51e État, ben ça va améliorer la situation économique du Canada. Il y aurait des avantages, comme par exemple, moi je vis au Québec, donc au lieu d'avoir deux rapports d'impôts à produire, un provincial et fédéral, ben il y en aurait probablement juste un comme les citoyens américains. Nous autres étant un peuple distinct, on est pris avec deux rapports d'impôts à faire, mais ce n'est pas le cas pour les gens aux États-Unis. Puis le rapport d'impôt est nettement plus simple. Probablement qu'il y a des gens qui ne seraient pas contents parce que ça enlèverait du travail des comptables, mais c'est ainsi. Ensuite, use your leverage. Ne pas montrer qu'on a besoin du deal, convaincre l'autre que c'est dans son intérêt de le faire. Ben, Donald Trump il est indépendant dans le sens en disant, ben, moi, dans le fond, c'est 25% de plus sur l'aluminium et l'acier qui vient du Canada, je peux produire, etc. Mais en réalité, probablement que demain matin, si les tarifs, dans le fond, sont imposés sur l'acier et l'aluminium, on s'entend, là, pour augmenter la production d'acier et d'aluminium, puis construire les entreprises et les infrastructures aux États-Unis, ça ne se fera pas du jour au lendemain, là. Probablement que ça va prendre plusieurs mois.
Mais en réalité, il a besoin d'une entente avantageuse dans son rapport au Canada pour la croissance des États-Unis. Mais en réalité, j'ai l'impression que par rapport à ce qui est de l'importation de l'aluminium et de l'acier, il serait dans le pétrin s'il applique ça littéralement, puis qu'il y a une escalade avec le Canada, avec François Legault qui riposte, puis les gens se ramassent à payer 75% dans le fond de tarifs sur l'aluminium et l'acier. J'ai l'impression que ça va nuire à l'économie américaine fortement. Mais il faut qu'il joue d'une certaine façon. Ensuite, get the word out. Parler fort, attirer l'attention, même si c'est de manière négative, cela impressionne l'autre. Ben, ça a très bien marché, cette stratégie-là. Donc, c'est une stratégie de guerre psychologique. Donc, parler fort, il est flamboyant. Dans les médias avec ses déclarations, attirer l'attention, c'est sûr que si tu dis que tu as annexé le Canada, puis en faire le 51e État, tu veux mettre des tarifs de 25% sur toutes les importations canadiennes, je pense qu'il a réussi très bien cette stratégie-là. Ensuite, fight back. Être prêt pour le combat et même l'agressivité si nécessaire. Bon, c'est sûr que lui, il est combatif. Donc, il fait du chantage, une menace. Puis, dans le fond, il peut être très agressif dans ses propos, comportements aussi. On l'a vu, qu'est-ce qui s'est passé avec la Colombie récemment. C'est-à-dire qu'il a pris, dans le fond, il y avait des immigrants illégaux qui provenaient de la Colombie, qui ont été arrêtés aux États-Unis. Ils ont été mis dans des avions pour, par la suite, être envoyés dans leur pays d'origine, c'est-à-dire la Colombie. Et les responsables de la Colombie ont dit non, nous autres, on n'en veut pas de ces gens-là. Puis là, il aurait dit ah ouais, vous n'en voulez pas, on va vous imposer des tarifs de 25% ou même de 50%. Puis après ça, les dirigeants de la Colombie disent oui, on en veut finalement. Ils ont été obligés de prendre ces gens-là. Pourquoi? Ben parce que il a été prêt à être combatif en disant non, ils ne reviennent pas aux États-Unis, ces gens-là, on vous les envoie des États-Unis pour qu'ils retournent chez eux. Ensuite, c'est marqué, mais au-delà de ce que l'on peut tirer de son livre, et si on devrait résumer la manière de négocier Donald Trump sur la base de ses actes, on pourrait dire qu'il applique 3 tactiques suivantes. Créer la tension. Théorisé par le chercheur Robert Cialdini, cette tactique consiste à faire monter la tension pour obtenir davantage de contrepartie lorsqu'on la fait redescendre. L'interlocuteur craignant le conflit et ses conséquences se trouve tellement soulagé lorsque la pression retombe qu'il est tenté d'accepter des demandes qu'il aurait refusées dans un autre contexte. Bon, ben l'exemple que je donnais avec la Colombie, je pensais très bien, c'est-à-dire que c'est sûr que pour la Colombie, disons que les immigrants illégaux, c'est pas nécessairement intéressant pour eux autres de les reprendre, surtout si dans l'autre, tu as des narcotrafiquants, donc des gens qui sont associés à des cartels de la drogue, puis qui vont vendre de la cocaïne ou de l'héroïne, ou en tout cas des drogues très dures. Puis, dans le fond, lui, ce qu'il explique, c'est probablement qu'en contexte normal, les gens en Colombie ne voudraient pas les reprendre, mais sous la menace, en faisant monter la tension, en créant un conflit économique avec les États-Unis, ben finalement, ils ont accepté ça. Puis faire monter la tension, ben il fait très bien avec le Canada puis d'autres pays, que ce soit le Mexique aussi, avec des menaces tarifaires de 25%. Donc, en fait, l'approche, c'est faire monter la tension, puis ensuite, dans le fond, comme nous autres, on a peur des conflits, on va dire oui, au Canada, on va mieux sécuriser la frontière, etc. Puis, dans le fond, accepter certaines demandes qu'on n'aurait pas nécessairement acceptées. Donc, il crée une tension. Probablement que l'hypothèse que je fais naturellement, c'est que l'histoire des tarifs de 25% pour mardi prochain, donc 4 de mars, est-ce que ça va s'actualiser? On va voir, mais j'ai l'impression que s'il dit que finalement c'est pas 25% mais 10%, là ça va faire redescendre la tension en disant ah, c'est pas si pire, mais à la base, est-ce que le Canada a accepté des tarifs de 10%? La réponse c'est non. Mais il va peut-être faire accepter des choses qu'on n'accepterait pas autrement. C'est un petit peu comme la négociation entre un délégué syndical et l'employeur.
le délégué syndical peut demander, par exemple, une augmentation de 7% par rapport au salaire en disant, ben écoutez, le coût de l'inflation a tellement augmenté dans les dernières années pour préserver le pouvoir d'achat des employés. Ça prend une augmentation parce que là, ils sont en train de s'appauvrir, c'est grave. L'employeur, dans le fond, peut dire, ben non, je ne vous donnerai pas 7%, je vais vous donner 4%, tiens. Puis finalement, ben, en négociant, ils trouvent un terrain d'entente à 5%. Mais à la base, peut-être que le délégué syndical, le représentant syndical pour les négociations, il avait déjà en tête qu'il voulait obtenir 5% et il a demandé 7%. Donc, c'est une tactique de négociation d'affaires basique que j'ai l'impression qui est en train de s'appliquer là, dans le rapport entre Trump et le Canada. Ensuite, déstabiliser en créant une ascension émotionnelle, souffler le chaud et le froid, user de brutalité, puis se montrer conciliant, ceci afin de faire perdre ses repères et ses réflexes professionnels à son interlocuteur. Ça, c'est intéressant, là. C'est vraiment de la manipulation psychologique crasse. Dans la psychologie, on va parler des doubles contraintes. Quelqu'un qui devient le bon cop, le mauvais policier, et le good cop, le bon policier, mauvais policier, puis il fait une alternance entre les deux rôles pour déstabiliser la personne puis l'amener à parler. Donc, non, il fait de la manipulation psychologique. L'ascenseur émotionnel, bon, on l'a vu, c'est-à-dire que Trump il a dit on va mettre des tarifs de 25% sur toutes les importations du Canada. Ensuite, il a dit, ben, si vous répliquez avec des tarifs de 25% sur les importations des États-Unis, comme Trudeau menace de le faire, je vais vous mettre d'autres tarifs. Donc, la possibilité d'une escalade. Ça veut dire que peut-être qu'il va faire passer de 25 à 50% les tarifs de qu'est-ce qu'il importe du Canada si on réplique en mettant des tarifs de 25%. Je ris, là. Parce que pour moi, quand je regarde ce qui se passe dans les médias, ça me fait tellement penser à des enfants en sillage par rapport à des enfants qui chicanent dans le cours de récréation, puis qui fait... C'est tellement du chantage, là, de la manipulation crasse. Mais bref, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le volet visible de la politique qui crée le spectacle que j'appelle médiatique avec des tensions dramatiques. Je ne sais pas si Trump a été influencé par la culture hollywoodienne et les films d'action où à la dernière minute, le héros réussit à sortir du pétrin où il ne tombe pas dans le précipice. Mais qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? Il nous a menacé que pour le 4 février, il allait avoir des tarifs de 25% pour mardi 4 février qui allaient entrer en fonction. Et moi, j'avais commencé à le prendre au sérieux le lundi 3 février, à un point tel que j'ai modifié mon portefeuille de placement. J'ai liquidé des positions par rapport au Canada, des biens et services. Je n'ai pas liquidé le volet technologique parce que c'est de l'économie immatérielle, dans le sens qu'un logiciel, etc., c'est pas comme un produit qui passe les douanes, comme par exemple... s'ils achètent des autos produites au Canada, etc. Donc, le TSX, en général, j'anticipais une baisse. Par contre, pour ce qui est du XIT, qui est un fonds négocié en bourse se rapportant au volet technologique par rapport aux entreprises canadiennes, pas autant. Et puis, il m'a influencé, parce que je me suis dit, si le lundi, il maintient ça, c'est clair que le mardi, ça va entrer en fonction. Et là, le lundi matin, j'ai modifié mon portefeuille d'investissement. Mais... lundi, vers 5 heures, donc le 3 février, finalement, il a dit que je vais vous donner un délai d'un mois. Donc, un délai de sursis. Puis je vais réévaluer pour le mois de mars. Là, ça m'a fait passer un film d'Hollywood où il y a une tension dramatique qui est faite. Puis à un moment donné, tu te dis, ben ça se peut pas, le héros, il réussira pas à passer à travers l'épreuve, là. C'est comme inévitable, c'est une fatalité. Ben non, à la dernière minute, il y a un changement de cap. Peut-être ce qui l'a influencé, c'est qu'il a vu que les marchés réagissaient négativement par rapport à ces menaces. Donc, il y avait une baisse au niveau des marchés par rapport à ça, boursier. Que ce soit le Nasdaq 100, SP500, TSX au Canada. Fait que là, parce que lui, il est pour la croissance économique. Fait qu'il n'y a aucun intérêt de mettre le marché à terre. Fait que peut-être que c'est ça qui l'a amené à changer d'idée. Mais on verra qu'est-ce qui va se passer. J'ai l'impression que... il n'ira pas de l'avant avec le 25% pour mardi prochain, mais je pourrais peut-être faire une capsule pour faire le suivi. Ensuite,
utiliser son pouvoir de nuisance. Autre élément, si vous regardez à l'écran, très important. Donc, utiliser la force de dissuasion. Laisser planer les pires menaces pour faire plier l'autre. Donc, on menace des tarifs de 25%. Puis si, dans le fond, vous répliquez, on va vous faire d'autres tarifs en plus. Donc, utiliser le pouvoir de nuire à la vie économique du Canada. Je pense que c'est assez évident aux d'autres pays. Il va probablement faire tenter la même chose avec la zone euro. Ensuite, en plus du Mexique. Donc, s'il y a des Européens qui m'écoutent, peut-être qu'ils vont faire du gros chantage avec vous aussi. Donc, ça, c'est son approche. La question de savoir est-ce que c'est efficace, ben là, c'est sûr que c'est sujet à discussion. C'est sûr que cette approche-là, naturellement, il y a des risques aussi là, associés à ça. Donc, là, c'est sûr qu'on pose des questions. Coup de génie ou coup de folie, Trump a-t-il un seul instant envisagé d'anéantir la Corée du Nord ou la Russie, envisagé de déclencher avec la Chine? Parce que là, il parle des situations qui ont eu cours. Là, c'était plus dans le coin de 2016. Il faudrait que je les mette en contexte. Mais il a fait des déclarations fracassantes là, dans le passé, dans son rapport avec d'autres pays. Il faudrait que je les contextualise pour les commenter. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était plus la situation présente et de réaliser que les mêmes techniques de manipulation qui sont abordées dans cet article-là, qui date de 2019, sont utilisées. Donc, l'idée, c'est d'être lucide par rapport à ce qui se passe. Parce que là, les médias, que ce soit Radio-Canada, TVA, ici au Québec, font leur spectacle médiatique avec ça. Ça fait des bulletins de nouvelles captivants à écouter. Il y a une tension dramatique très forte. On dirait que il y a des scénaristes qui sont derrière les bulletins de nouvelles pour créer des tensions. C'est comme une intrigue, hein? C'est comme un téléroman. Est-ce que mardi prochain, c'est-à-dire le 4... mars 2025, des tarifs de 25% vont entrer en vigueur, par rapport aux importations américaines. Ensuite, est-ce qu'il va y avoir une réplique du Canada avec des tarifs de 25%? Et ensuite, l'escalade avec les États-Unis qui menacent d'augmenter les tarifs s'il y a une réplique de la part des autorités canadiennes. Donc, dossier à suivre. Donc, ça crée un suspense médiatique, une tension. Dans le fond, ce que je dirais, là, je l'aborde avec vous. Je suis content d'avoir fait un article qui aborde de manière quand même assez détaillée la psychologie de Trump pour comprendre sa façon de faire, mais moi, ça ne m'empêche pas du tout de dormir. Moi, je vois ça comme un spectacle médiatique parce que, dans le fond, aussi par rapport à la mentalité américaine, parce que Trump est aux États-Unis, l'une des activités en termes de loisirs que certains Américains aiment, c'est de jouer au poker. Donc, au poker, tout est dans l'art du bluff, faire miroiter des choses, puis en réalité, c'est pas nécessairement vrai. Donc, pour comprendre la psychologie de Donald Trump, je pense qu'une des bonnes choses, c'est de jouer au poker. Moi, j'ai déjà joué au poker, naturellement, pas avec de l'argent. Je préfère utiliser mon argent pour investir en bourse, que ce soit des fonds négociés en bourse ou dans la crypto-monnaie, mais tout simplement avec des jetons. Fait que là, tu essaies de menacer l'autre en faisant croire que tu as des cartes qui sont super fortes, puis là, tu fais une mise très élevée, mais en réalité, ça se peut que tu n'aies rien, là. Donc, peut-être que Trump, dans le fond, il rit puis il s'amuse avec la situation, alors qu'il y a plein de Québécois ou de gens au Canada, puis un peu partout dans le monde, qui sont sidérés par la peur, la menace, le chantage, mais il ne faut pas embarquer là-dedans. Moi, Trump, je le vois un petit peu comme un petit chien qui se met à japper, puis il jappe fort. Ouf, 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 ouf. Puis il fait des menaces, mais c'est parce que le fait qu'il n'a pas livré la marchandise le 4 février m'a amené à douter de lui. Tandis que tu as d'autres personnes qui faisaient des menaces, puis il était sérieux. Il passait à l'action. Tandis que là, il change d'idée à la dernière minute. Moi, ça m'a enlevé dans ma représentation de Trump de la crédibilité par rapport au personnage. Donc, ça m'a amené à douter de lui. Puis, en comprenant, c'est ce qui m'a amené par la suite à comprendre qu'est-ce qui se passe avec lui, parce que les autres politiciens, ils ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon, la même approche psychologique. Mais en comprenant mieux comment ils fonctionnent, puis en l'étudiant, à ce moment-là, ça m'a permis de dédramatiser le personnage, puis en disant, ben oui, il va nous menacer là, 100% de taxes sur les autos électriques. Ça peut être les autos électriques de la Chine, mais ça peut être les autos produites au Canada. Tu sais, quelqu'un qui travaille dans le domaine peut avoir peur.
Mais il faut tout le temps voir, est-ce qu'il va passer à l'action ou c'est du bluff? Un peu comme un joueur de poker auquel je fais allusion, qui dit des choses, fait des menaces, mais c'est sûr que dans un sens, au niveau éthique puis moral, c'est pas correct de manipuler les gens puis créer des peurs, etc. Parce que ça amène beaucoup de souffrance psychologique. Imaginez le père de famille qui travaille dans l'entreprise des autos construites au Canada, qui sont envoyées aux États-Unis, ou que les pièces passent la frontière canadienne-américaine plusieurs fois. Fait que là, si tu as une entreprise canadienne qui travaille sur une pièce, la pièce automobile va aux États-Unis, un frais de 25%. Aux États-Unis, ils vont continuer de travailler la pièce. S'ils l'assemblent avec d'autres pièces, puis là, ils ramènent ça au Canada, un autre frais de 25%, voire plus. Fait que là, les autos seraient plus achetables là, si ça s'actualise parce qu'il y a de la collaboration des deux côtés de la frontière à l'égard de la construction de certains modèles de véhicules qui impliquent des transports par rapport à des pièces d'un endroit à l'autre. Là. Ça crée une catastrophe économique. Mais on verra. On verra qu'est-ce qui arrivera. On va voir si, dans le fond, c'est juste du bluff ou, dans le fond, Trump est sincère d'ici quelques jours. Pour ma part, je reste relax, je suis détendu, puis j'ai des doutes sur sa sincérité. Donc, voilà où ce que j'en suis dans mon étude de Donald Trump. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.